Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti Nissa. Les semaines se suivent et se ressemblent. Encore un match nul pour l'OGC Nice, cette fois pas de but, 0-0 à la maison face au terrible Olympique Lyonnais, et terrible au sens propre puisque ça devait être probablement l'OL le plus faible du 21e siècle, 20e du championnat avant d'affronter l'OGC Nice. Courageux 19e aujourd'hui, pendant que l'OGC Nice ne perd pas mais ne gagne pas et n'avance pas non plus. Alors le classement c'est anecdotique, on va forcément se concentrer sur autre chose. Le contenu, le manque de buts, les statistiques un peu de ce match également, et puis le mercato avec la probable arrivée là dans les prochaines heures, ce sera peut-être même d'ailleurs officiel pendant qu'on enregistre cette émission ce lundi soir, de Romain Perraud, à la fois ancien et nouveau latéral gauche de l'OGC Nice. Voilà, on fera une émission également consacrée à son arrivée plus tard dans la semaine. Mais d'abord, c'est Nice-Lyon, on va être bien obligé de revenir là-dessus. Et messieurs, est-ce que ce serait pas une petite émission thérapie par hasard ? J'accueille d'abord Turkel qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Turkel. Comment ça va ? Je suis obligé de poser la question. Écoute, je ne sais quoi penser de ces soirées mornes et sans football, donc voilà, on va en parler. En tout cas, merci pour l'invitation. Ouais, désolé. Alors, je fais les invitations généralement avant d'avoir le résultat. Hein, du coup, je ne voilà, c'est pas pour enfoncer spécialement un chroniqueur plutôt que l'autre. Pas de chance. Des fois, vous ne gagnez pas forcément à la tombola. Et c'est un autre habitué de l'émission, certes, mais qui nous fait l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui, c'est Pancho. Pas de chance, Pancho, hein, de revenir une fois de temps en temps sur un match aussi terrible. Comment ça va malgré tout ? Messieurs, bonsoir, ravi de débriefer avec vous ce Boulogne-sur-Mer Chamois-Niortais. Et encore, il y avait des buts pendant les Nice-Boulogne-sur-Mer. Hein, on se souvient notamment de ce magnifique doublé de Michael Poté. Et voilà, j'ai réussi à placer Michael Poté. Je suis très content. Oui. La saison est réussie pour Sky dans Avanti Nissa. C'est super. Voilà. Allez, blague à part, parce que si on en est dès la deuxième minute de l'émission à se souvenir d'un obscur de partout au rail, sous la pluie déjà, c'est que vraiment on n'a pas envie de parler de ce match, mais il va bien falloir le faire. Et puis je pense que ça aidera peut-être à digérer ce moment douloureux. 0-0, messieurs, un troisième match nul de rang. Alors, on avait pu peut-être essayer de trouver des axes positifs dans les premières rencontres. C'était la faute à pas de chance, un but à la toute fin de match, un but sur une seule erreur individuelle ensuite face à Lorient. Là, du positif, on va essayer d'en sortir pour ne pas paraître pour des vieux rageux. Mais quand même, sur le coup, alors déjà, vous me disiez en off, heureusement qu'on n'a pas fait l'émission hier soir en rentrant du stade. Alors là, c'est sûr que ça aurait été uniquement des pleurs et des hurlements. Mais même 24 heures après, ce match nul n'a quand même pas du tout la même saveur des deux premiers, si je m'avance pas trop. Pas vraiment, non, parce que je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Et surtout de la progression. Et en fait, ce qu'on voit pas, ce qu'on voit, c'est de la stagnation dans le jeu. Et j'ai pas l'impression de voir de la progression, même si 3 matchs, c'est court. Hein. Mais bon, ce Lyon-là, il est quand même prenable, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage de... 0 points, un entraîneur qui veut très clairement se barrer, qui s'en cache pas du tout, des absents, on pense notamment à Alexandre Lacazette. Hein. Du coup, c'était j'ai presque de la peine pour prenable quand même. Voilà. Non, mais j'ai presque de la peine pour eux de voir ça, quoi. Enfin, vraiment... Enfin, en fait, ce que j'ai vraiment du mal à saisir, c'est... Le projet de jeu, clairement, j'ai du mal à saisir. Vraiment, c'est pas pour dire je sais pas ce qu'il fait, etc. Vraiment, j'ai du mal à saisir ce qu'il veut avec son 4-3-3, avec une Ndécheminé qui redescend sur les phases défensives. Tu perds un milieu. Bon, très honnêtement, je comprends pas. Et je pense que je suis pas le seul. Mais voilà, j'ai un peu de mal. J'ai du mal à digérer le match nul, vraiment. Je trouve qu'il y avait vraiment mieux à faire hier soir. On va en parler un peu de ce milieu de terrain et aussi de peut-être ce qui a le plus crispé d'ailleurs les supporters niçois hier soir avec la légendaire maladresse des Aiglons devant le but. Pancho, voilà, au-delà des questions tactiques sur lesquelles on va forcément revenir, là je m'adresse vraiment à toi pour savoir quelle émotion, quel mood tu gardes 24 heures après cette rencontre. On était frustrés après les deux premières rencontres. Là, on a quand même l'impression, alors je ne sais pas pour toi, mais pour une grande partie de notre communauté, qu'aujourd'hui ça dépasse un peu la frustration. On ne sait pas si on est dans la déception, dans la colère, mais ce match nul-là ne passe pas comme les deux premiers. Je vais essayer d'avoir un raisonnement assez posé. À l'issue du match, bien sûr, très en colère. Alors, naturellement, on peut et on doit prendre en compte la patience autour de Farioli et du nouveau projet. Je l'entends, on est sur un 3e match, mais j'ai quand même l'impression qu'après le match de Lorient, on a fait un pas, voire 2 pas en arrière.
Je vais te répondre, Turkel, par rapport au dispositif tactique. Pour moi, elle était très claire. C'est juste que Farioli s'est trompé. On a compris le fait d'attendre avec le ballon, d'avoir ce rythme lent pour attirer le pressing. Seulement, vu le peu d'intensité qu'ont mis les Lyonnais hier soir, ce pressing n'a pas existé et même l'intensité était totalement inexistante de leur côté. Moi, je trouve que tactiquement, hier, sans remettre tout en question, il y a eu un manquement, un manque aussi d'adaptabilité du coach. Et bon, on y reviendra peut-être, mais pour moi, c'est inconcevable par rapport à l'adversité de ne pas ressortir avec les 3 points. Au vu de la piètre performance de Lyon, des nombreux absents, tu l'as rappelé, Sky, et de la situation actuelle de l'équipe entraînée par Lolo White. Bon, la déception, vous avez bien compris qui est pris, mais rentrons un peu dans l'analyse du jeu, et on va peut-être commencer par le 11 déjà, parce qu'il y a vraiment un débat qui, moi, me tend particulièrement. Après, je suis peut-être aussi une fixation sur un de mes joueurs préférés, mais Turkel, puisque tu en as parlé, et je pense que par rapport à ce que dit Pancho sur la capacité à essayer un peu de passer ce bloc lyonnais, la question mérite d'être posée. Une composition d'équipe, voilà, on est sur du classique derrière, Bulka dans les buts, Attal à droite, Bard à gauche, une charnière Todibo Dante, un milieu de terrain, Youssouf Ndayishimiye, Morgan Sanson, Kefren Turam, et devant Laborde Mofi et Sofiane Diop, auteur d'ailleurs d'une plutôt une bonne performance après qu'on l'ait un peu fracassé sur les dernières émissions. Je voudrais commencer, c'est peut-être mon sujet perso sur lequel je vais vous demander de m'éclairer, puisque je suis un peu dans l'incompréhension. Encore une titularisation pour Youssouf Ndayishimiye. Alors voilà, pas de question de sanction après son erreur, ce qui arrive à tout le monde face à Lorient, mais plutôt dans le choix, on va dire, tactique. Effectivement, face à un bloc très bas, et on pouvait s'en douter, puisque Lyon, qui est déjà très mal en point, était en plus privé d'Alexandre Lacazette, son atout numéro 1. Et on se prive d'un Hicham Boudaoui, par exemple, qui au milieu de terrain a peut-être pu apporter un peu plus de volume de jeu, en tout cas un peu plus de verticalité, de distribution de ballon vers l'avant qu'un Youssouf qui, comme tu le disais, Turkel, a continué à jouer dans ce rôle hybride qu'il sait très bien faire, et ce pourquoi il a été recruté, de numéro 6 qui descend également en phase défensive. Mais bon, là, trop peu de phase défensive au final face à une équipe extrêmement faible. On a plutôt au contraire vu en fait Dante et Todibo monter très haut avec ces séquences infernales pour les yeux et la santé mentale des Niçois, de Dante immobile dans le rond central, balle au pied, et qui attendait de voir à qui d'aller faire le quarterback en balançant une passe de 50 mètres qui n'arrivait nulle part. Voilà, ça c'était très très douloureux, peut-être qu'on en reparlera, ou peut-être qu'on en fera des cauchemars encore cette nuit. Les pires heures de notre histoire, ouais, vraiment, franchement, c'est presque favresque 2022-2023. Ah oui, franchement, là, non mais c'est vrai. Le moins bon côté de ce qu'on a pu voir malheureusement de cette palette du jeu de Dante. Mais voilà, ça peut-être qu'on y reviendra après, mais moi très clairement j'ai trouvé que le milieu de terrain avait moins bien fonctionné que d'habitude. Un Morgan Sanson également moins inspiré techniquement, malgré un volume de jeu énorme et vraiment appréciable. Je pense qu'il a un peu aussi sauvé l'animation offensive niçoise. Mais ce choix de Francesco Farioli qui s'entête avec Youssouf, est-ce que vous le comprenez, ou en tout cas est-ce que face à ce type d'équipe vous le comprenez, parce que peut-être que face à Paris et Monaco on tiendra logiquement à notre discours. Je comprends pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre, parce que bon, après moi je suis comme toi, je suis très attaché à Boudaoui, et que Youssouf qui vient d'arriver, qui a un profil beaucoup plus défensif, plus rugueux, c'est un peu moins classe le ballon au pied, ça porte moins vers l'avant, comme tu l'as dit, il y a moins de verticalité avec ce joueur-là. Sans que je jette la pierre, moi je l'en veux pas pour Lorient, enfin très franchement, ça peut arriver à n'importe quel joueur. Mais sur ce match-là particulièrement, où on a un Lyon très affaibli, un Lyon qui n'est plus lui-même, et sur lequel on pouvait vraiment prendre l'ascendant. Alors déjà, j'ai trouvé qu'on a été plutôt dominateur dans le jeu, globalement, même si c'était pas la folie. 60% de possession de balle, quasiment. Voilà, c'était à peu près ce que j'avais vu. Avec un Hichem Boudaoui, je pense qu'on aurait eu vraiment une plaque tournante plus intéressante, avec des ballons peut-être mieux distribués, un Sanson peut-être un peu plus haut du coup, qui aurait peut-être pu essayer d'être encore un peu plus incisif offensivement, et peut-être aussi, je sais pas, je vais parler de Thuram rapidement, mais j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu sur le match.
ne serait-ce qu'un peu sur le côté gauche en relation avec Bard et Diop, mais de manière très succincte. Après, c'est mon avis, hein, très honnêtement, j'ai l'impression de quasiment pas l'avoir vu. J'ai trouvé intéressant dans le contre-pressing et la récupération haute des balles. Alors, c'est vrai qu'à gauche, en fait, vu que, et on en parlera peut-être après, ça a très bien fonctionné entre Melvin Barr et Sofiane Diop. Hein. Ça, c'est peut-être la grosse satisfaction et la principale surprise du match. C'est vrai que Kefren Turam avait peut-être un volume de jeu plus axial et moins important, qu'il a peut-être malheureusement pas su mettre totalement à profit. Bon, on reviendra pas sur son manque d'initiative à la frappe aussi quand il se retrouve dans les 25 mètres adverses, mais voilà. Alors, je continue sur Bien sûr. Boudaoui. Boudaoui, pour moi, c'est le milieu technique qui, pour moi, qui a fait défaut sur ce match-là, mais qui, je pense, aurait pu aussi être vraiment bénéfique sur les 2 premiers matchs, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal, hein, vraiment, je comprends pas. Je sais pas ce que cherche Farioli, en fait, avec la titularisation de Youssouf, contre qui je n'ai absolument rien, hein. C'est un joueur qui a un profil que j'apprécie plutôt parce que j'aime bien les joueurs un peu rugueux, un peu costauds, solides et surtout des gratteurs de ballon. Donc ça, pour moi, c'est important d'en avoir, mais je suis aussi amoureux du jeu, je suis amoureux aussi de la création et je sais pas, je trouve aussi qu'il y avait, dernièrement, fin de saison dernière, quand Attal est un peu revenu, je crois qu'il y avait une bonne entente avec Boudaoui aussi, tu vois, donc c'est dommage de pas en profiter. Attal, qui je trouve a fait aussi une belle prestation sans que ce soit incroyable. J'attendais presque sa renaissance, mais on verra peut-être un jour. On se contentera déjà d'un match plein de sa part et c'est déjà, Très c'est franchement, déjà positif. il a été très correct, voilà, mais voilà. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve que je suis dans l'incompréhension plutôt que dans la. Oui, Voilà, c'est je pas le râle pas, hein, désaccord, c'est qu'on ne. je comprends Voilà. pas. On ne se l'explique pas. En tout cas, ce L'incompréhension match quand ne même. nous a pas aidé à avoir une réponse. Peut-être que Pancho va nous l'apporter d'un œil télévisuel, du coup. Ben, pour moi, c'est difficile d'avoir ce débat après ce match-là. Je le comprends après Lorient parce qu'on était vraiment dans une surdomination du début à la fin et que Dante et Todibo étaient tellement hauts qu'on pouvait se dire éventuellement qu'un Boudaoui en rampe de lancement aurait pu effectivement fluidifier les transitions et apporter autre chose que Youssouf. Youssouf, je crois que c'était sorti dans Nice Matin et Flo en avait même parlé dans une émission où eh bien, il a cette capacité à venir prêter main forte à sa défense centrale, chose que Boudaoui ne peut pas faire. Est-ce que je comprends cette volonté de Farioli? Oui. Est-ce que je l'accepte? Non. D'autant plus qu'il a joué 90 minutes et qu'il avait un carton jaune. Donc, moi, ce que je regrette, c'est le manque de l'immobilisme un peu autour de ce milieu-là. Autour du fait aussi que Boudaoui, on ne le voit que dans un rôle de numéro 8, alors qu'il a été, ces dernières années, depuis qu'il est à l'OGC Nice, baladé, tantôt milieu droit, tantôt numéro 8, tantôt numéro 6, et qu'on a vu, même sous d'autres coachs, que ce poste de numéro 6, c'était ce qui lui allait parfaitement. Donc, voilà, on le sait. Maintenant, après ce match-là, pour moi, il y a des choses qui sont peut-être plus importantes à relever que purement la titularisation de Youssouf dans ce poste de numéro 6. Oui, c'était pas ce qui a fait défaut aux Aiglons pour l'emporter, hein, malgré tout. 21 tirs, donc c'est pas Youssouf Et qui a 60% de possession. Voilà, 60% de possession de balle, effectivement. 21 tirs, 4 cadrés. Je pense que c'est peut-être ce que tu voulais relever en premier. Pancho, je te laisse la main. Alors, sans t'orienter sur ce que je viens de dire, on y viendra forcément dans l'émission quand il faudra s'atteler à pourquoi ça n'a pas fonctionné dans ce match-là. Mais pour toi, s'il y avait quelque chose vraiment une interrogation de ta part sur cette rencontre, sur ce qui n'a pas fonctionné ou ce que tu ne t'expliques pas dans les choix de Francesco Farioli. Pour moi, ce qui n'a pas fonctionné déjà en première mi-temps, c'était le manque d'intensité et le manque de vitesse dans les transmissions. Un peu à la première mi-temps de Lorient, dans le style où tu as une maîtrise, mais tu ne fais rien du ballon et c'est ultra stérile. En deuxième mi-temps, c'était un peu plus, on va dire, relevé. Il y avait un peu plus de décalage, de vitesse. Donc ça, c'est regrettable parce que je pense que si on avait passé la seconde rapidement dans le match, mais le match aurait été plié rapidement.
Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est l'animation offensive. C'est un problème qui dure depuis des mois, voire des années, mais quand on arrive dans les 30 derniers mètres, on a les jambes qui tremblent. Ça bégaye, très Ah ouais, fortement. il y a il y a des actions qui sont symptomatiques, comme on disait en off. L'action qui suit le grand pont de la Borde. En première mi-temps aussi, Mofi Il fait doit le plus négocier. dur, hein, Gaëtan, Il fait le là, plus dur. enfin, Ouais. Oui, complètement. C'est pas du tout un reproche envers la Borde. Il fait une action magnifique en plus, hein. Un grand pont sur son vis-à-vis. Mais derrière, t'as normalement de meilleurs choix. Ou alors voilà, le centre est raté. Ou peut-être que les déplacements aussi dans la surface ne sont pas bons. Moi, et puis le dernier point, parce que tu me lances là-dessus et sur le coaching de Farioli, je comprends pas pourquoi Guessant a joué 5 minutes. Voilà. Je comprends pas pourquoi ton meilleur joueur offensif hier, qui est Sofiane Diop, sort à la 80e. Voilà. et Guessant, ton meilleur joueur offensif probablement des 2 premières rencontres, du coup. Tout à fait. Si tu prends en compte effectivement sa bonne rentrée contre Lille. J'ai apprécié effectivement la rentrée assez rapide de Buonanni. Mais voilà, bon, j'ai pas envie de tirer de conclusion. De toute façon, c'est pas le but. Mais voilà, il y a quand même des choses qui posent question. En fait, ce n'est pas tant qu'on est d'accord en désaccord, ça, comme n'importe quel supporter et amateur de football, de toute façon, on se fait un avis, mais qui n'a au final qu'assez peu de légitimité, hein, juste celui d'amateur, et on peut peut-être s'accorder le titre d'amateur éclairé, et encore, c'est peut-être déjà beaucoup, mais on est plus en fait dans la perplexité, dans l'interrogation, parce qu'on a du mal, et Turkel, si je reprends les mots que tu disais en début d'émission, mais tu me corriges si jamais ce n'est pas ce que tu voulais dire, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'explique pas, en fait, dans la volonté de jeu de Francesco Farioli. Alors, on a bien compris, le 4-3-3, la possession, le rôle des latéraux aussi, ils peuvent bien se centrer. Enfin, voilà, il y a plein d'idées, et je vous renvoie de toute façon vers le club Pancho. Tu le disais, hein, Pancho, il y a Flo qui en a aussi beaucoup parlé, et puis d'autres dans notre communauté qui en parleront mieux que moi. Mais voilà, les préceptes de jeu, on les voit. Par contre, l'idée générale, et notamment dans la gestion de l'effectif, moi me laisse encore vraiment perplexe. Enfin, je m'interroge vraiment à la fois sur la hiérarchie de certains joueurs, sur les moments forts qui veut insuffler dans les matchs, son timing sur les changements, l'identité des joueurs qui changent. Il me manque le fil conducteur. Alors, est-ce que lui aussi est au bout de 3 mois, enfin même pas 2 mois de mandature et 3 matchs de championnat, ce serait légitime qu'en fait il cherche encore, hein, bien entendu, et ce n'est pas un reproche envers lui. Voilà, mais Turkel, est-ce que c'est pas là que tous on patauge un peu en essayant de comprendre ce qui s'est passé hier et de comprendre ce qui nous attend dans les prochaines semaines, c'est de se dire en fait, on a du mal à cerner ce que c'est réellement les ambitions de Francesco Farioli avec cet effectif. On a des bribes d'idées, des petites étincelles, mais derrière, on est un peu dans le brouillard. En fait, c'est ça, je me dis, on a quand même un effectif de relative bonne qualité. Je trouve que globalement, ça va. On a eu des retours intéressants, notamment Attal qui revient, qui fait là pour l'instant de bonnes prestations. Ça n'empêche pas que je me pose la question pourquoi Lotomba sur le banc et Attal titulaire. Je me pose la question. Je trouve que Lotomba, sa fin de saison dernière était plutôt bonne, voire très bonne, malgré sa blessure. Je crois que c'était en mars ou en avril, je me rappelle plus. C'était avant la sélection. Ouais, en fait, j'ai vraiment du mal. J'ai du mal à comprendre. La possession, d'accord. Mais il t'en fait quoi du ballon? Enfin, Je pense que les joueurs se sont posé la question aussi, hein. Vu le manque de mouvement, en fait, on a vraiment l'impression que eux aussi sont là, genre, oui, alors, on a compris l'idée, on sait notre rôle sur le terrain, mais après... Il faut se rendre compte quand même que hier soir, c'était notre côté gauche le plus impactant, quoi. Enfin, ça n'est quasiment jamais arrivé la saison dernière, c'était très rare. Là, on a un retour de Diop. Je trouve que Diop, il fait des matchs très honnêtes en ce moment. Je le trouve très bon. C'est un joueur que j'aime bien, hein, même si c'est pas le poste auquel je le préfère, mais je trouve qu'il a vraiment donné de sa personne, toujours présent pour les centres, toujours là pour tirer un coup franc, tu vois. On l'a vu un peu plus présent que la semaine dernière, où c'était vraiment compliqué. C'est vrai. La semaine dernière, c'était un peu plus compliqué. Même si je trouve que il donne, quoi. Enfin, il n'est pas avare en effort. Personnellement, moi, c'est le ressenti que j'ai. Mais en même temps, voilà, on a le ballon, on fait des centres, mais il y a qui dans la surface, très honnêtement. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'OGC Nice avec Luboya devant. Luboya, c'était pas un mauvais attaquant.
Doumbouya, c'était un attaquant qui avait pas des ballons qui arrivaient comme il faut. Très, très honnêtement. Et vraiment, ça me rappelle ça. Pareil, pourquoi tu t'entêtes avec une pointe et la board à droite? Tu le sais Alors, que la board, c'est compliqué à droite. alors, je voudrais lancer ce débat puisque Ah ouais. j'ai l'impression que c'est un sujet qui n'est vraiment pas abordé et je peux comprendre que c'est un sujet un peu touchy et en fait, dès qu'on va commencer à dire est-ce qu'il faut pas mettre un des joueurs offensifs sur le banc, on a l'impression qu'on va Non. prendre un camp ou qu'on va critiquer ou qu'on va dire qu'un joueur est nul. C'est vraiment pas l'idée. On va essayer de se pencher vraiment sur nous, ce qu'on aimerait voir, ce qui nous semblerait être le plus, peut-être on va dire le plus compatible dans l'animation offensive, parce que très clairement aujourd'hui, d'un côté, oui, il y a des occasions. Francesco Ferrari nous parlait des XG qui étaient importants en conférence oui. de presse, et c'est vrai, mais bon, force est de constater que si le ballon n'est pas au fond, c'est que les joueurs ne Mais sont les peut-être pas XG, si ça ne bien rapporte servis pas que de ça. points. Voilà, les XG, malheureusement, ça ne rapporte pas encore de Ah, points, comme la possession de balle d'ailleurs. Mais exactement. je vais commencer par Pancho, parce que tu en as en fait un peu parlé sans totalement poser la question, mais on rappelle les changements devant. Buonanni remplace Laborde à la 68e minute, du coup poste pour poste, même si les profils n'ont rien à voir, mais c'est l'ailier droit que tu changes. Et à la 88e minute, tu fais rentrer Evan Guessant pour Terem Moffi. Là encore, a priori, poste pour poste, même si Guessant a pu jouer et briller sur le côté ces deux dernières semaines. Ma question, c'est la suivante. C'est en fait, on part du principe que Terem Moffi est intouchable dans l'axe. Vu son profil, vu sa difficulté, notamment face à un bloc bas, à prendre prendre la profondeur, et ce qui est sa principale qualité, et sa relative, je précise bien, relative maladresse encore devant le but. En fait, pourquoi l'option de se dire que Terem Moffi peut aussi sortir plus tôt dans le match, il peut être remplacé par Bedreddine Buonanni et tu peux récupérer un Gaëtan Laborde dans l'axe, lui qui certes a marqué dans cette position d'ailier droit, mais aussi a quand même prouvé tout au long de sa carrière, y compris à l'OGC Nice, que dans l'axe il pouvait rendre bien des solutions et qu'il a peut-être un profil technique légèrement plus fin, on va pas dire non plus, il n'est pas brésilien, Gaëtan, légèrement plus fin pour peut-être se défaire de la nasse d'un bloc comme le bloc lyonnais hier. Enfin, j'ai l'impression, est-ce que Terem Moffi, c'est parce qu'on a tout pris envie de le faire progresser dans ce secteur-là du jeu et que du coup ça va passer par beaucoup de temps de jeu et ce genre de match? Est-ce que c'est le coût de son transfert qui fait que il est indéboulonnable et de toute façon son manque de polyvalence par rapport à un Gaëtan Laborde en font logiquement de choix au poste de numéro 9? Voilà. Je sais pas ce que tu penses là-dessus, Pancho, et j'insiste vraiment, c'est pas pour fracasser Moffi, c'est pas pour pousser Laborde, c'est pas l'inverse. Enfin, c'est vraiment pour se dire, dans toutes les turpitudes tactiques qu'on a pu voir sur ces trois rencontres-là, j'ai l'impression que cette piste-là n'a pas encore été évoquée, abordée, envisagée par notre entraîneur. Alors, puisque tu me lances sur ce sujet-là, je vais juste me permettre juste une petite chose par rapport justement à Moffi. On retourne 6 mois en arrière. Moffi est recruté 30 millions d'euros en grande pompe, recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice. On va dire, se développe et prend ses marques dans le dispositif de Digard. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Ghisolfi fait signer Farioli avec donc des préceptes et un entraîneur dogmatique qui fait jouer son équipe d'une manière bien précise. Pour moi, déjà de base, il y a une incohérence. Tu sais qu'en recrutant Moffi, tu recrutes un profil d'attaquant bien spécifique qui va chercher la profondeur. Si tu avais eu l'idée 6 mois après de prendre un entraîneur du style Farioli, du moins qui joue et qui fait jouer son numéro 9 en remise, etc., qui participe au jeu, va me chercher un autre attaquant, un Eli Wahi ou un autre type. Voilà, parenthèse En-Nesyri, fermée. qui était notamment évoqué au mercato d'hiver. En-Nesyri, oui, peut-être, oui, effectivement, beaucoup plus complet Ouais, aussi, c'est vrai. et sans doute beaucoup plus accompli que Moffi à l'instant T. Parenthèse refermée là-dessus. L'option Laborde, alors moi j'ai beaucoup vu sur Twitter des 4-4-2 losange aussi avec justement la réintégration de Boudaoui en numéro 6 et deux pointes, Laborde, Moffi avec Diop numéro 10. À ta question, Laborde numéro 9, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. C'est une option. Le seul problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, comme ailier de métier, à droite, t'as Buonanni et je compte plus Brahimi parce qu'il est sans doute en instance de départ et risque de partir. Et c'est tout.
Donc je pense Tu as aussi. Guessant hein, qui est rentré aussi à ce poste-là, qui certes ce n'est pas son poste, sa spécialité, mais sur une fin de match, tu vas pas me dire que tu peux pas avoir Guessant, tu peux pas avoir Buonanni, voire même faire monter Youssef Attal, même si je suis pas fan de le voir devant, mais enfin, tu as des solutions de bricolage par rapport à l'attaque que tu avais en fin de match pour une dernière demi-heure, c'est pas ce serait pas la plus déconnante. Je pense que le problème, c'est, enfin, du moins actuel, la situation actuelle, c'est pas de se dire la board numéro 9, Mofi numéro 9, la board à droite ou quoi. C'est qu'il y a effectivement il y a un problème. Du moins, il y a l'équipe actuellement qui est sans doute en phase encore d'apprentissage de ce que le Farioli demande. Et on sait que l'animation offensive, c'est ce qui est le plus compliqué à mettre en place dans une équipe. C'est beaucoup plus simple d'apprendre à défendre que d'apprendre à attaquer. Donc on peut effectivement tester la board numéro 9 si ça peut conforter certains, mais je ne pense pas qu'en l'état, on arrivera à gagner 3-0 chaque match. C'est pas un problème de la board ou de Mofi, mais purement d'automatisme, voilà, d'échanges entre les joueurs, de spontanéité aussi. Nombre de fois où on s'est retrouvé à 25-30 mètres des buts qu'on n'a pas armés. C'est quoi l'idée? C'est de rentrer dans la cage pour être sûr de marquer. C'est Voilà, Dante qui a dû le faire hein, quand même, déclencher une sacoche au final. Hein. c'est pas normal que ce Oui, soit ton défenseur central qui te provoque ta plus grosse occasion du match. c'est symptomatique de plein de choses. Hein. Turkel sur le sujet, alors vraiment, hein, c'est pas l'idée de dire il y aurait eu la board en 9 à la place de Mofi, on gagnait 7-3 hier soir, hein, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment de se dire, niveau compatibilité, de toute façon, niveau entente devant, alors il y a d'autres systèmes tactiques qui peuvent être utilisés. C'est vrai qu'au final, Francesco Farioli, qui était réputé aussi pour avoir une certaine polyvalence tactique avec son passage en Turquie, pour l'instant, on a quand même bien du mal à la constater, hein, malheureusement, et on reste, malgré les changements des joueurs en fin de rencontre, sur ce 4-3-3 qui semble immuable. Mais tu posais la question en creux, hein, Pancho, quand tu disais que, oui, ok, la board en 9, pourquoi pas, mais ça interroge sur qui prendrait sa place sur le côté droit. Est-ce que, ça rejoint un peu peut-être un débat qu'on aura en fin d'émission sur le mercato, est-ce que tout simplement aussi cette attaque, elle ne manque pas d'une recrue et d'un spécialiste du poste à droite, comme à gauche, avec Jérémy Boga qui devrait heureusement revenir à l'entraînement dans les prochains jours et candidater une place de titulaire face à Strasbourg. Mais bon, voilà, Sofiane Diop a fait plutôt un bon match, donc on va dire que côté gauche c'était rempli. Côté droit, il faut ce spécialiste du poste peut-être pour que Mofi soit plus à l'aise, ou tout simplement que l'attaque de Logis fonctionne mieux, ou comme le disait Pancho, c'est peut-être aussi une question de temps et on devient forcément impatient après des multiples projets sur 3 ans qui peinent à avancer. Je sais pas, moi j'ai l'impression. Enfin, c'est dommage. Si je compte Diop, on a 5 attaquants. Brahimi, je le compte plus du coup. Moi je comprends pas. Badreddine Buonanni, c'est pas mal à droite, non? Enfin, c'est mon avis, hein, mais moi j'aime bien. Pourquoi Est-ce que c'est pas risqué de se dire qu'aujourd'hui, Buonanni c'est ton numéro 1? Moi, pourquoi pas, mais Moi, tu je peux trouve pas aussi. ça si risqué que ça. Hein. Enfin, à un moment donné, si t'as personne pour jouer à sa place et que tu vas mettre un mec qui est pas spécialiste et qui est pas forcément meilleur, pourquoi pas. Après, je dis ça, je lance ça comme ça, hein, c'est pas une volonté de ma part, mais je pense que là, vu ce qu'on voit offensivement, prendre des risques, est-ce que c'est pas ce qu'il nous faut? Hein. Puis, pourquoi Surtout face à pas. Lyon dernier, enfin peut-être pas face à Ouais, surtout à face à Paris le mois Lyon, prochain, quoi. quoi. Mais bon, là, sur Ce cette Lyon-là, rencontre-là, tu peux faire des tests sur des matchs. Enfin, tu peux faire des tests. Tu peux essayer des choses sur ce genre de match. Tu sais que l'opposition, elle va être plus simple à gérer, entre guillemets. Voilà. et on Même a s'il vu y que a ça a deux, bien trois fonctionné joueurs. pour Badreddine Buonanni après son entrée à la 68e minute, Ah, effectivement. complètement. Moi, j'ai Je pense, trouvé qu'il a fait une belle rentrée. je pense quand même que, euh, comme le recrutement qu'a été Jérémy Boga, il nous manque quand même de la percussion à droite. C'est-à-dire que Diop, Oui, bien sûr. hier soir, a été bon lorsqu'il est passé, lorsqu'il a pu centrer, créer un décalage et déséquilibrer un peu le bloc lyonnais qui était très regroupé. Laborde, Buonanni, c'est pas deux profils qui vont pouvoir te prendre de vitesse, passer l'épaule et créer quelque chose, même si les deux sont extrêmement talentueux. Je pense effectivement ça manque peut-être d'un joueur bon polyvalent, hein,
mais qui apporte vitesse et décalage, quoi. Après aussi, ce qui manque sur ce couloir droit, pour moi, c'est une entente entre le latéral et l'offensif. Et moi, ce que j'ai vu hier, si Diop il s'en est aussi bien sorti, et là, je vais faire très plaisir à notre cher Sky, c'est parce que Bard, il a été très bon. Moi, j'ai trouvé vraiment très bon pour le coup. Cette Là, réputation, je suis immédiatement offensivement. associé à ce joueur-là. Quoi? Donc, Mais comment ça? je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment je dois Non, vivre non. cet accomplissement dans ma vie, mais bon. Non, mais je vais être honnête, je l'ai trouvé très bon, et je trouve que s'il a autant brillé Diop à gauche, c'est aussi parce que Bard a été très bon et qu'il a été, très offensif. Il était toujours en relais, il était toujours là pour essayer de donner de la solution quand c'était compliqué avec 2 joueurs sur lui, sur le côté gauche. Franchement, moi je trouve que c'est ça qui nous. Cependant là, on l'a pas à droite. Et je trouve que c'est dommage de pas essayer de le construire, que ce soit avec une paire Attal Buonanni, ou une paire Lotomba Buonanni, ou une paire Lotomba Laborde, que sais-je. Même Guessant, je pense qu'il peut faire du très bon boulot, il l'a montré à Lorient. Et aussi, question que je me pose, pourquoi on n'associe pas nos 2 attaquants devant, sachant qu'on a Evan Guessant qui peut faire un remplacement, et si Monsieur Farioli est apte, enfin est un adepte, pardon, des changements de système, ça n'empêchera pas de changer de système offensif s'il en a besoin devant. Il le fait en cours de match défensivement avec Youssouf. Pourquoi pas devant? Enfin, c'est des questions que je pose, hein, parce que j'ai pas la réponse. Je me pose vraiment la question. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour marquer des buts, en fait? C'est aussi bête que ça. On en est effectivement encore à l'ère des questions, mais il y a un joueur quand même qui a apporté quelques réponses, et puis le mercato également, et on y vient immédiatement après un petit moment sur Melvin Barr. Alors bon, voilà, au-delà de mon attachement à ce joueur, soulignons quand même sa très bonne performance au final sur cette rencontre hier soir. Alors, tout n'est pas parfait, Melvin Barr ne sait toujours pas réussir réellement un centre de qualité, hein. On va pas probablement pas le changer tout à fait en Roberto Carlos dans les prochaines semaines. On se contentera de Roberto Carlos. Mais bon, ça a mieux fonctionné, ça fonctionne mieux de toute façon depuis le début de la saison. On sent que ce que Francesco Farioli attend de ses latéraux, et c'est aussi vrai pour un Youssef Attal qui est peut-être moins virevoltant, moins explosif, mais qui est vraiment précieux dans la construction du jeu. Et Melvin Barr, là, défensivement, déjà, se fait pas toujours prendre à revers. Et en face, il avait quand même un sacré client avec Ryan Cherki. Et offensivement, il a su en fait, permettre vraiment, même en se réaxant, de libérer un peu Sofiane Diop de certaines tâches ingrates, et de lui permettre de rester positionné assez haut à la récupération. Alors, pas de quoi remettre en question le recrutement, certainement, de Romain Perraud, dont on parlera après, mais bon, c'est rassurant d'un côté de se dire qu'il y a au moins quelque chose qui fonctionne dans le jeu de Farioli aujourd'hui, c'est la défense, et on le rappelle, 2 buts encaissés en 3 matchs, 1 sur une erreur individuelle et 1 sur un coup de pied arrêté. Au final, c'est quand même satisfaisant. Melvin Barr fait partie de cette réussite collective. Et puis, voilà, c'était histoire aussi de dire quand même quelque chose de positif. Oui, je te rejoins complètement. Tu enlèves sa première mi-temps contre Lille, qui a été très très compliqué. C'est l'un des meilleurs joueurs depuis le début de saison, à n'en pas douter. Hier, effectivement, sur certaines séquences, il est en vis-à-vis avec Cherki. Il est en vis-à-vis aussi avec Barcola. Barcola qui avait, il me semble, commencé à droite, Qui a vite changé de côté. qui change de côté parce que justement il passait pas, il est pas mieux passé avec Attal. Donc c'est symptomatique aussi d'un joueur qui est en pleine confiance et qui s'épanouit aussi dans ses nouvelles consignes. Alors c'est peut-être plus facilement visible à la télé, mais voilà, les latéraux ont un jeu beaucoup plus tourné vers l'axe, pour laisser toute la largeur aux ailiers que sont Laborde et Diop. Et c'est vrai que dans ce registre-là, Barr qui est beaucoup plus intérieur, ça lui convient parfaitement pour combiner soit avec Thuram, soit avec Diop. Alors que Attal, alors même si effectivement le but de Guessant vient de ce côté-là sur son centre, on a l'impression qu'il est encore en phase d'absorption des consignes. On le voit moins effectivement virevoltant comme à son accoutumée, mais peut-être
plus dans une logique aussi de préserver son corps. Ça correspond Et moins à ses qualités naturelles, mais au ouais, moins on peut compter sur lui à temps plein et rien que ça, bon, moi, ça fait pas le bonheur de Jordan Lotomba, certes, bah, mais écoute, enfin, moi, après, bon, c'est normal, hein, il y a des débats, en veux-tu, en voilà, sur les réseaux sociaux. Beaucoup demandent, comme tout à l'heure, Turkel par rapport à Lotomba. Ouais, ok, bon, ouais, Lotomba a fait une bonne deuxième partie de saison avant sa blessure. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, c'est pas choquant de voir Attal titulaire. Je dis pas qu'il le mange tout cru, mais peut-être que effectivement, dans ce qu'on attend de nouveau dans les latéraux, Attal fait plus le taf qu'un Lotomba. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres éléments qu'on ne connaît pas exactement en interne qui expliquent pourquoi Lotomba ne joue que quelques minutes depuis le début de saison. Jordan Lotomba toujours susceptible de partir en cette fin de mercato. Il y a des dossiers ouverts. On sait qu'il y a Brest qui s'intéresse notamment à Bilal Brahimi. C'est une information révélée par nos amis créateurs du podcast Brest on Air, du coup spécialiste du stade brestois. Et on va voir si dans le contingent niçois, notamment incarné par Eric Roy, mais pas que, dans le Finistère, sera bientôt complété de Bilou. Mais bon, on va nous s'atteler déjà du côté des arrivées, et puis une arrivée qui, c'est toujours pas officiel. En tout cas, j'ai pas reçu la notif au moment où j'enregistre cette émission pour Romain Perrault, qui passait aujourd'hui sa visite médicale du côté de l'OGC Nice. Retour pour le joueur formé au club, qui était parti après avoir découvert l'Europe et la Ligue 1 sous la mandature notamment de Lucien Favre, première version naturellement, et ce match à Krasnodar. Mais voilà, c'est peut-être pas le nom qu'on attendait. On parlait beaucoup de Lucas Digne, hein. Forcément, tout était ficelé, mais malheureusement, Aston Villa ne semble pas avoir trouvé le remplaçant, ou a peut-être décidé de ne plus en chercher après les 5 passes décisives en 3 matchs de l'international français. Il y a décidément qu'à nous que ça arrive, ces histoires. Terrible. Voilà, mais voilà, Romain Perrault formé au club, ça fait toujours plaisir. On sait que l'histoire s'était pas très bien terminée à l'époque. Il avait brillé en prêt du côté du Paris FC. On n'avait pas souhaité trop s'intéresser à lui. Il était donc parti à Brest, là encore, pour briller avant de partir en Première Ligue du côté de Southampton. Southampton a calé en Championship. Un nouveau latéral de Championship arrive donc à Nice. On espère que ça ne sera pas du niveau de l'Instagrammeur professionnel Joe Bryan, mais bien de ce qu'on espérait voir de Romain Perrault à l'époque et qu'il n'a pas pu montrer à l'Alliance Riviera. Qu'est-ce que vous pensez de ce recrutement? Alors, à la fois le joueur en lui-même, hein, qui sort quand même malgré tout de 3 saisons pleines, donc on verra après à quel niveau, mais c'est assez rassurant de se dire qu'on ne prend pas un joueur à relancer ni rien, mais quelqu'un qui a enchaîné quasiment une centaine de matchs sur les trois dernières saisons. D'abord le joueur, mais aussi ensuite la stratégie plus globalement. Ça fera écho à ce que disait Pancho sur tu fais venir Mofi, puis tu veux venir un entraîneur qui correspond pas trop, et ben là tu t'intéresses à latéral gauche cet hiver. On pense notamment à Ait Nouri. Puis là tu as une autre priorité en début de mercato avec Lucas Digne, mais finalement tu refais ce plan-là qui a été brièvement évoqué en plan Z. Enfin, voilà, quel est véritablement le jeu de la dame, le mastermind sous-marin que Florent Ghisolfi orchestre d'une main de maître, et quel est en réalité aussi malheureusement le fracassant mur de la vérité, qui peut-être montre que l'OGC Nice aussi n'arrive pas à tirer ses plans A, ses plans B, ses plans C, et doit astucieusement rebondir sur peut-être cette piste-là qui était loin dans la hiérarchie des volontés au poste de latéral gauche. Je suis très content de revoir Romain Perrault sous le maillot de l'OGC Nice. Et il fait partie d'un contingent de joueurs qui n'ont pas eu la confiance, ou très peu, sous nos couleurs, et qui se sont exportés plutôt très bien. On pense bien sûr à Benrahma, à Neil Maupay et à d'autres joueurs qui ont explosé ailleurs. Le mercato, c'est une période qui est très compliquée pour beaucoup d'équipes, pour beaucoup de joueurs aussi, Pour beaucoup de supporters aussi, très pour clairement. beaucoup de supporters, Voilà. On envoie effectivement. toute notre force à nos amis de la commu qui doivent encore tenir 3 jours et demi. Bon courage. C'est très stressant. Maintenant, effectivement, tout était ficelé avec Digne, c'est vrai. Il a été ultra performant sur les derniers matchs. C'est aussi les aléas un peu du mercato.
moi, je fais pas partie de ceux qui sont déçus de ne voir entre guillemets que Perrault et non Lucas Digne, parce que Perrault, c'est un gars qui connaît le club, qui est attaché au club, formé là-bas. Je pense qu'il aura aussi un esprit revanchard par rapport à ce qu'il a pu traverser avant de partir. Je reste quand même assez dubitatif sur le prix fixé sur l'option d'achat, alors que j'ai vu que c'était un peu moins de 10 millions d'euros, mais ça reste à mon sens peut-être un peu élevé. Alors j'attends qu'il me montre justement que c'est rien, 10 millions d'euros, mais est-ce qu'on sera en capacité de les payer en fin de saison? On a notre latéral gauche, on espérait peut-être mieux, du moins une partie de la communauté espérait mieux. Euh, voilà, c'est un joueur qui n'a que 25 ans. Et puis quand on voit le niveau de Melvin Barr, je trouve que c'est plutôt sain et ouais, plutôt content de cette arrivée. Torkel, au-delà voilà, de la question de la stratégie et un peu du tout ça pour ça, parce que sans faire injure à Romain Perrault, est-ce que c'était pas un joueur que tu pouvais faire venir peut-être plus tôt dans le mercato? Alors Melvin Barr a fait le taf, au final c'est pas ça qui te coûte des points sur le début de saison, mais bon, ça te laisse un peu perplexe de te dire que tu as attendu le 28 août pour faire un joueur de championship en prêt, quelle que soit sa qualité, mais voilà, une situation où il était probablement disponible bien plus tôt. Qu'est-ce que ça t'évoque? Et puis, qu'est-ce que ça t'évoque le profil de Romain Perrault? Parce qu'on n'a pas trop parlé, mais c'est aussi un profil différent de Melvin Barr, et c'est peut-être assez intelligent. Je dis pas que Lucas Digne ne l'était pas, mais voilà, là tu as un joueur peut-être plus offensif, en capacité de réaliser des centres et de stater, donc au moins ça apporte également une certaine polyvalence dans ton effectif. Moi, déjà, je suis toujours plus heureux de voir revenir un pitchoun de chez nous qu'un joueur enfin, malgré tout le respect que j'ai pour Lucas Digne, qui n'est pas de chez nous. Maintenant, je pense que s'il n'est pas venu plus tôt, c'est parce qu'on s'est pas posé la question plus tôt et qu'on espérait vraiment faire Digne. Donc voilà, c'est une piste qu'on a activée au dernier moment parce que déjà la possibilité de faire venir un joueur comme Lucas Digne est devenue une possibilité, c'est devenu peut-être un besoin parce que on sait que quand Bard est blessé, on doit toujours composer avec Lotomba à gauche ou quoi, c'est toujours très compliqué. Et Amraoui, on sait très bien qu'il n'est pas au niveau. Sachant que voilà, la possibilité est devenue un besoin. On fait pas Digne, on a besoin d'un latéral gauche. Donc qui on prend? Si Perrault était disponible, franchement c'est une très bonne chose. Je suis très content de le revoir venir. J'espère que ça va beaucoup mieux se passer que son premier passage chez nous. Voilà, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment il est parti, mais s'il est parti, c'est parce que, enfin, c'est parce qu'en tout cas, ça s'est pas bien passé. Donc j'espère qu'il sera mieux accueilli, qu'il aura plus de confiance. Même si là, il vient clairement pour faire la concurrence, parce que Bard montre un niveau très correct. Donc voilà, très heureux. Franchement, je suis très content. Voilà, et je pense pas qu'on est. Je m'en satisfais parce que moi, on m'a dit qu'on n'avait pas de thunes, donc du coup, je vais pas râler alors qu'on nous fait venir un joueur. Hein. J'essaie de réduire la voilure, moi aussi. Ouais, c'est peut-être le coup près de se dire qu'on est passé à quelques jours près de ne pas avoir de nouveau latéral gauche, du coup on accueille, d'autant plus, comme tu dis, hein, voilà, un enfant du club joueurs, pour quoi. qui l'histoire ne s'était pas terminée comme on l'espérait à l'époque, donc c'est un peu un retour sans en être un, dans la mesure où du coup on l'avait trop peu vu, et on espère qu'il prendra une revanche sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Messieurs, que ce sera un meilleur retour que Favre. Hein. Ouais, un meilleur retour que Favre, que Papy Mendy, que un peu tous les derniers retours que Jordan a ma vie, notamment le dernier à ce poste-là. Putain, ma vie bien vue. Voilà, non, c'est dur. On espère, franchement, Romain, ne déconne pas, fais mieux, par pitié, on en a besoin. Programme chargé, messieurs, pour les prochains jours, les prochaines semaines, du coup, puisque déjà, nous, demain, présentation, enfin, bon retour à Romain Perrault. Normalement, on devrait enregistrer cette émission-là demain soir, donc vous l'aurez soit demain tard ou mercredi dans vos oreilles pour aller bosser, ou alors un peu plus tard pour ceux pour qui la rentrée se profile petit à petit. D'ici
d'ici là, vous allez retrouver le Club Pancho, normalement, qui enchaîne ce lundi soir et que vous allez retrouver un peu sur toutes les plateformes audio et vidéo sur YouTube, comme d'habitude, comme chaque semaine. Et puis, Pancho, normalement, si tout se passe bien et il n'y a pas de raison, on va vivre les dernières heures du mercato ensemble vendredi soir. Alors, il faut qu'on se mette encore d'accord si on a l'ambition de faire un 21h minuit ou si on se contente d'un petit 22h minuit. Mais on vous le communiquera et ce sera évidemment une libre antenne. Venez débattre avec nous de ce mercato. Peut-être qu'il y aura un dernier dossier, un dernier drapeau qu'on attendra avant minuit sur Twitter. Et auquel Le cas, Ghisolfi Time. voilà, le Ghisolfi Time, on le vivra ensemble. Et sinon, on fera déjà le bilan de ces premiers matchs. Et puis après, forcément, la Ligue 1 reprend ses droits avant la trêve internationale, avant la Coupe du Monde de rugby. Dernier match à la maison, c'est Nice-Strasbourg, dimanche 17h. Donc probablement l'enregistrement lundi. Et puis voilà, hein, messieurs, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on aura même le temps d'intercaler une émission supplémentaire s'il y a encore une recrue. Mais bon, ça, on n'est pas dans le secret des dieux. Et même ceux qui le sont, au final, regardez ce qui se passe. Le sous-marin Ghisolfi frappe toujours là où on ne l'attend pas. Pancho, Torkel, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie pendant ces 3 quarts d'heure d'émission. Vous revenez quand vous le voulez. Vous savez, vous êtes chez vous dans Avantinissa. On se retrouve très vite. Et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa.